Bonjour, on se propose de résoudre un exercice de type bac, un exercice très pertinent qui va d'ailleurs vous encourager à suivre la résolution jusqu'à la fin. Ce sujet comprend une théorie et une pratique. Dans la théorie, on nous dit de définir les termes suivants: la cinétique chimique, l'acide et base d'après Bronsted, les énantiomères. Et dans la deuxième question, en milieu acide, nous allons faire la réduction des ions bichromates en ion chrome 3 en présence des ions Fe2+, qui vont s'oxyder en fer 3+. Dans la pratique, en solution aqueuse, sachant que l'acide nitrique et l'acide chlorhydrique sont capables de donner des réactions totales tout en engendrant des ions hydronium, on va donc introduire dans une fiole de 250 ml 4 solutions. La première solution sera une solution d'acide chlorhydrique dont le volume et la concentration sont connus, une solution d'acide nitrique également, une masse de chlorure de calcium et une dernière masse de nitrate de calcium. Le tout sera complété par 250 ml d'eau distillée, ça veut dire donc c'est le volume total. Dans la première question, c'est d'écrire les équations de dissolution des 4 composés et celles de l'autoprotolyse de l'eau. On fera le bilan des espèces chimiques en solution. Ensuite, on va évaluer dans la deuxième question leur quantité, puis en déduire les concentrations dans la troisième question. Dans la quatrième question, nous allons vérifier l'électroneutralité et on va finir par calculer le pH de la solution. Et dans le sujet 2, ça sera sur la cinétique. On va étudier la cinétique des ions iodures avec les ions peroxyde disulfate. On nous demandera d'écrire l'équation bilan tout en suivant les étapes cruciales et de composer ou d'exprimer les expressions des vitesses moyennes de formation du diiode et de l'ion sulfate. Ensuite, la concentration de diiode sera formée. On va trouver à 10 minutes une concentration de 2,4 fois 10⁻³ et à 50 minutes une autre concentration. Et on va nous dire donc de calculer les vitesses moyennes de formation du diode et les vitesses moyennes de formation des ions sulfate entre les deux instants donnés. Dans la dernière partie, ça sera sur la chimie organique. Nous allons faire la combustion complète de 0,1 mol d'un alcool saturé qui va donner 8,96 litres de dioxyde de carbone et de l'eau. Le volume molaire sera donné et on va nous demander l'équation de combustion. Et de cette équation, nous allons en déduire que la formule brute correspond à C4H10O. Donc c'est une erreur, c'est C4H10O. En plus, on déduit les isomères ainsi que les classes. En plus, parmi les isomères, on va identifier 3 isomères A1, A2, A3 que nous allons faire leur oxydation en milieu acide par le bichromate de potassium. A1 va donner un mélange de deux produits B1C1, A2 donne B2C2. Cependant, B1, B2 donne un test positif avec la liqueur de Fehling, alors que C1C2 font virer aux zones le bleu de bromothymol. L'oxydation de A3 va donner un cordé qui donne un test positif avec l'ADN-PH, mais sans action sur la liqueur de Fehling. On va donner de trouver les renseignements, c'est-à-dire franchement la famille de chaque corps, et ensuite d'attribuer de façon aléatoire les réactifs A1, A2, A3 aux isomères trouvés des alcools. En plus, trouver la formule semi-développée de B1, B2, C2, étant donné que nous connaissons A1, A2, A3. Et en plus, on va écrire l'équation d'oxydoréduction de passage de A3 à D. Alors, dans la première question qu'on venait de lire dans la théorie, c'est de définir les termes.
La cinétique chimique, comme nous le savons, c'est une branche de la chimie qui va étudier uniquement la vitesse des réactions. Mais vous comprenez très bien que les vitesses dépendent ici des facteurs appelés facteurs cinétiques. Si ces facteurs évoluent, varient, ça va influencer les vitesses des réactions. Par exemple, la température, la concentration, les catalyseurs, la concentration des réactifs, les catalyseurs sont ici quelques facteurs cinétiques qui vont influencer la vitesse des réactions. C'est pourquoi on dit la cinétique chimique, c'est l'étude de la vitesse des réactions chimiques en fonction des facteurs dont celle-ci dépend. Et l'acide, d'après Bronsted, c'est toute espèce chimique, moléculaire ou ionique capable de céder au moins un proton H+, alors que la base, d'après Bronsted, c'est toute espèce chimique capable de capter au moins un proton H+. Alors, en ce qui intéresse les énantiomères, nous savons, ce sont des isomères de configuration qui sont immenses l'un de l'autre par rapport à un miroir plan. En réalité, les énantiomères sont retrouvés au niveau des molécules qui sont chirales. Et une molécule qui est chirale, c'est une molécule dans laquelle on peut retrouver un carbone asymétrique. Et un carbone asymétrique, c'est un carbone qui comporte 4 substituants différents. Exemple de molécule chirale. Le plus petit alcool qui contient une molécule chirale, c'est le butanol 2 ou le butane 2-ol. Si on prend CH3, CH2, CHOH, CH3, au niveau de C qui est là-bas, CHOH, C là, porte le H, porte le OH, porte le CH3 et porte le C2CH3, ou bien CH2CH3. Les quatre substituants sont différentes, alors on parle de carbone asymétrique. Un tel alcool est une molécule chirale. Et si la molécule est chirale, on peut donc représenter ces deux isomères qui seront immenses l'un de l'autre par rapport à un miroir. C'est pourquoi on dit ces énantiomères. On peut donc faire par la méthode de Karl-Engel-Prelog, on peut faire la représentation de Cram, on peut faire la conversion de Fischer. Mais Karl-Engel-Prelog est un peu ancien, on peut utiliser la méthode de Cram et la méthode de Fischer pour représenter les énantiomères. Et donc ces deux énantiomères seront donc comment? Ces deux énantiomères seront donc immenses l'un de l'autre par rapport à un miroir. Mais quand vous vous regardez dans un miroir blanc, vous ne vous superposez pas parce que vous vous regardez face à face. C'est pourquoi on dit et qu'ils ne sont pas superposables. Dans la deuxième question de la théorie, on nous dit d'écrire l'équation d'oxydoréduction de la réduction des ions bichromates en ion chrome en milieu acide, alors que la réaction est catalysée par le fer 2 qui va s'oxyder en fer 3. Les étapes à suivre sont cruciales. Il faut être capable d'établir les couples redox, savoir que le potentiel redox du couple ion bichromate et ion chrome est de 1,33 et de fer 3/fer 2, c'est 0,77. Il faut être capable de connaître le sens de la réaction en établissant la règle de gamma. Le couple dont le potentiel est élevé reste en haut, le couple dont le potentiel est faible reste en bas. Un couple dont le potentiel est élevé comprend ici l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus faible, alors qu'un couple qui a un potentiel standard faible comprend l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus fort. Donc, gamma voulait que l'oxydant fort avec le réducteur fort et oxydant faible avec le réducteur faible. Donc, c'est ce qu'on peut trouver là. Ce qui veut dire dans les demi-équations, ça donne ça, et l'autre, fer 2 donne fer 3. Donc, des demi-équations électroniques, ne regardez pas ça, écoutez ce que je vais dire. Il faut d'abord mettre le Cr2O7 2- va donner Cr3. Mais comme il y a 2 ici, tu prends 2 fois, n'est-ce pas? En plus, il y aura l'oxygène, par là, il n'y a pas d'oxygène. Il faut comprendre que manque d'oxygène, on apporte de l'eau. Mais comme on a 7 oxygènes, on aura donc 7 molécules d'eau. Mais l'apport de cette molécule d'eau nous font apparaître 14 H. Mais comme nous sommes en milieu
acide. C'est pourquoi on compense par 14 H+. En plus, il faut passer au nombre de charges. Ici, on a -2. Ici, on a +1. Mais comme il y a 14 ici, on aura 14 fois 1, ça fait 14, plus -2. Donc, -2 plus 14 égale à 12. Tu viens par là. On a 3 et 2, ça fait 6. Donc, ici, on a 12. Ici, on a 6. On envoie le plus petit par là. 12 moins 6, ça va rester +6. On met +6 électrons. À ce niveau, le fer 2+, donne le fer 3+. Ici, on a 2 électrons. Ici, on a 3 électrons. Ici, on a 2. Ici, on a 3. Le plus petit réseau, le plus grand. Donc, on aura 3 moins 2, ça va rester +1 électron. Tu mets slash, tu permutes le nombre des électrons dans le but de simplifier les électrons. Et on envoie 6 en bas et on envoie 1 en haut. Et n'oublie pas, tu multiplies 1 par les réactifs. Après, tu multiplies 6 par l'autre réactif. Tu recopies les réactifs. Tu multiplies 1 par les produits et 6 par l'autre produit. Tu fais la somme des produits. On obtient donc Cr2O7 plus 6Fe2 plus 14H+, donne 2Cr+, plus 3+, plus 6Fe3+, plus 7 molécules d'eau. En pratique, on demande d'étudier une solution aqueuse qui comprend ici 4 solutions, 4 mélanges, voilà, un mélange de 4 solutions. L'acide chlorhydrique avec son volume, sa concentration, l'acide nitrique, le chlorure de calcium, sa masse. On a pris le temps d'évaluer la masse molaire parce que les masses molaires sont données en bas ici. Il faut calculer. Le calcium, c'est 40. Le chlore, c'est 35,5. 35,5 fois 2, ça fait 71, plus 40, ça fait 111. Le nitrate de calcium. Le calcium, c'est 40. Tu mets 40 plus. Tu mets 2 facteurs. L'azote, c'est 14, plus oxygène fois 3, le tout donne 164. On nous demande d'écrire les équations de dissolution. Comme HCl et acide nitrique sont des acides forts, on les réagit avec l'eau. Les réactions est totale et ça engendre les ions hydronium avec des ions passifs Cl-, ion chlorure NO3, ion nitrate. Le chlorure de calcium, tu fais sa dissociation en présence de l'eau. Tu auras Ca2 plus 2Cl-. En plus, le nitrate de calcium en présence de l'eau, ça donne Ca2 plus, comme c'est pris 2 fois en main, 2 NO3-. Et on ajoute l'autoprotolyse de l'eau comme l'exercice l'a dit. Ici, on profite. Dans les bilans molaires, nous allons nous intéresser aux ions. Si on me demande la quantité d'ion H3O+, je remarque que H3O+ est présente dans la première solution, la deuxième solution et dans l'autoprotolyse de l'eau. Donc j'aurai N1 plus N2 plus N de l'eau. Mais le coefficient stoichiométrique de H3O+, c'est 1. Donc sa quantité égale à N1 directement. Ici aussi égale à N1. Cl- provient de la première et de la deuxième solution. Dans la première solution, sa quantité égale à N1. Dans la deuxième solution, comme son coefficient est égal à 2, donc sa quantité N2 égale à 2 fois la quantité de ça, de CaCl ou bien la quantité de N3. En plus, nitrate présente dans 2 solutions, deuxième et quatrième. La quantité qui est là égale à N1 et la quantité qui est là égale à 2N4. L'ion calcium, la quantité qui est là égale à N3 et la quantité qui est là égale à N4 parce que les coefficients sont 1. Alors, on nous demande de faire le bilan des espèces chimiques en solution. Il faut comprendre que cette solution contient un ion hydronium, ion hydroxyde, ion chlorure, ion nitrate et ion calcium. Et au niveau des molécules, toutes ces molécules qu'on avait vues là-bas se sont dissociées. C'est uniquement l'eau qui reste. On nous demande d'exprimer les quantités pour H3O+. Comme ça provient de 3 solutions, on a N1, N2 et N de l'eau, mais vous comprenez que la concentration de H3O+ apportée par l'eau est faible. On peut négliger devant les concentrations de H3O+ apportées par les solutions d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. Donc les quantités vont rester ça. Et on exprime les quantités comme dans les quantités initiales, c'était la concentration et le volume, on met C1V1 et C2V2. Après, on procède à l'application numérique minutieuse.
on trouve cette valeur. Pour l'ion OH-, il faut savoir que la quantité d'ion OH-, c'est la concentration d'ion OH- fois le volume de la solution. Mais du produit ionique, la concentration d'ion OH- 10^-14, c'est la concentration de H3O+. On peut donc remplacer la concentration de H3O+, c'est aussi la quantité de H3O+ sur le volume. Donc cette expression, on peut remplacer en bas. Ça sera 10^-14 sur quantité de H3O+ sur le volume de la solution. Et si on remplace concentration de H3O+ par son expression, on trouve ça, le volume peut monter ici. Mais on avait dit que la quantité, c'est la quantité de OH-, c'est la concentration de OH- fois le volume de la solution. Mais la concentration de OH-, c'est cette expression. Donc on aura cette expression fois le volume. Et le produit des volumes donne le volume au carré. Et on va trouver cette valeur. On pouvait passer par une autre méthode. On pouvait dire la concentration de H3O+ fois la concentration de OH- égale à 10^-14. Après, on multiplie concentration de H3O+ par un volume et OH- par un volume. Ça fait 2 volumes. On met alors V au carré fois 10^-14 pour que ça puisse se simplifier. Mais concentration de H3O+ fois le volume égale à quantité de H3O+, et ici quantité de OH- égale à 10^-14 fois le volume au carré. Si on tire quantité de OH-, ça sera 10^-14 fois volume au carré, c'est quantité de H3O+. On peut calculer minutieusement et trouver cette valeur. Pour Cl-, ça provient de deux solutions. Pour la première solution, le coefficient étant 1, on a N1 et 2, N3, comme on l'avait expliqué. Et comme N1 est exprimé en concentration et que N3 est exprimé en masse, on l'applique. Et on procède à l'application numérique pour trouver cette valeur. NO3 provient de la solution 2 et 4. La solution 2 est à l'état liquide avec une concentration. Et la solution 4 est une masse. Donc on prend aussi, sans oublier le coefficient de NO3 qui était doublé au niveau de la quatrième solution. L'application numérique nous donne cette valeur. Pour Ca2+, ça provient des solutions 3 et 4. Donc, la solution 3, le coefficient de Ca était 1, 1. Donc, on aura les masses parce que 3 et 4 sont des solutions à l'état solide. Le calcul nous donne cette valeur. En lieu d'en déduire les concentrations, nous savons bien que la concentration, c'est la quantité sur le volume. Il suffit seulement de remplacer les concentrations. Et n'oublie pas, le volume de la solution, c'est 250 ml. En convertissant en litres, on aura 0,25 litres. Et donc, OH-, on peut passer par le produit ionique sans aller loin. Ou bien encore, on pouvait dire que c'est la quantité de OH- sur le volume. On trouve les mêmes résultats. Cl- égale à la quantité sur son volume, NO3, quantité sur son volume, Ca2+, ainsi de suite. On me dit de vérifier l'électroneutralité de la solution. La solution est électriquement neutre lorsque la somme de la concentration des cations est égale à celle des anions. Mais au niveau du Ca2+, comme la charge c'est 2, c'est pourquoi on met x2 et les autres on recopie. Ok, on peut commencer à faire le calcul. Ici, on peut négliger 10^-13, ça va rester les 2. Et sensiblement, on peut trouver les 2, alors la solution est neutre. Pour trouver le pH de la solution, il faut définir le pH. Connaissant la concentration de H3O+ dans le mélange, tu auras donc moins log de 8,8 fois 10^-2, tu auras 2 moins log de 8,8, tu vas trouver cette valeur. En cinétique chimique, pour faire la cinétique des ions iodés avec les ions peroxydisulfate, il y a des étapes cruciales à suivre. Premièrement, quand on demande de faire l'équation bilan de la réaction redox, il faut être capable d'établir les couples redox. Donc, il faut apprendre les couples redox par cœur. C'est un conseil que je te donne. Ça te permet de connaître le sens de la réaction. Et dans le premier couple, l'ion peroxydisulfate avec l'ion sulfate, je dis bien, le potentiel c'est 2,10, alors que le diiode avec l'ion iodure, ici c'est I-, s'il vous plaît, c'est 0,55, d'autres disent 0,56, d'autres disent 0,54. Le sens de la réaction, on applique la règle de gamma, potentiel élevé, potentiel faible.
Oxydant fort, réducteur fort, oxydant faible, réducteur faible. On trouve cette équation nous permettant de faire les équations bilan, les demi-équations électroniques, pardon. On aura S2O8 qui va donner SO4. Ici, c'est pris, S est pris 2 fois, on met 2 derrière. Ensuite, nombre d'électrons, ici on a moins 2 et par là on a moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 rejoint moins 2 parce que moins 4 est plus petit. Moins 2 plus 4 égale à plus 2, on met plus 2. L'ion iodide donne le diode, comme c'est pris ici 2 fois, on met 2 fois I moins. Donc on aura 0 parce que ici il n'y a pas de charge. Ici c'est moins 1 fois 2, moins 2. Moins 2 vient par là, ça devient plus 2. On permute les deux, on les simplifie et on trouve l'équation bilan. On me demande d'exprimer les vitesses moyennes. La vitesse moyenne, par définition, la vitesse moyenne de formation, bien sûr, égale à la variation de la concentration si on a affaire avec la concentration, ou bien la quantité si on a affaire avec la quantité sur la variation du temps. Et la variation, c'est entre deux instants donnés. Si c'était la vitesse moyenne de disparition, on allait mettre moins ici. Pourquoi? Parce qu'au cours de la disparition, on a une diminution de la concentration ou de la quantité. Alors pour les ions sulfates, on fait la même chose, mais nous pouvons partir aussi de la réaction pour créer les relations entre les vitesses moyennes, pour dire que quand les ions pyrrhosodisulfate et les ions iodides disparaissent avec les coefficients stéchiométriques respectifs, ça favorise la formation des ions sulfate et d'iode avec les coefficients. C'est pourquoi on fait la relation de ces vitesses. Mais comme on a affaire avec les ions sulfate avec le diode, on peut créer une relation. On peut dire que l'autre égale à 2 fois ça, connaissant déjà cette valeur. Alors, si nous calculons ces deux vitesses moyennes alors que les valeurs sont données, nous, on va exprimer la vitesse ici en mol par litre par seconde, alors que le temps est en minutes. Donc, il faut remplacer les concentrations. Il faut remplacer les temps, 50 et 10, mais comme c'est en minutes, on multiplie par 60. On va trouver cette valeur en mol par litre par seconde. Si on me disait de laisser ça en minutes, je n'allais pas multiplier par 60. J'allais trouver en mol par litre par minute, étant donné que j'ai mis uniquement au niveau du dénominateur 50 et 10. Ensuite, je peux donc en déduire la vitesse moyenne de formation des ions sulfates d'après la relation que j'avais établie précédemment. Je vais doubler la vitesse de formation du diode pour trouver cette valeur. En chimie organique, l'alcool saturé a une quantité de 0,1 mol et le volume du dioxyde de carbone formé au cours de la combustion complète est de 8,96 litres et le volume molaire dans les conditions de l'expérience vaut 22,4. On demande d'établir l'équation de combustion complète d'un alcool. Il faut d'abord établir la formule générale des alcools. Si tu veux, tu pouvais mettre CnH2n plus 2O. C'est la même chose. Mais le fait de mettre CnH2n plus 2O, ça ne garantit pas vraiment la formule brute d'un alcool parce qu'un éther oxyde peut aussi répondre à cette formule. C'est pourquoi il faut mettre le OH caractéristique ici des alcools. Donc ici, pour équilibrer, il faut d'abord laisser ça. Le carbone est pris N fois, on met N CO2. L'eau est pris, H est pris 2N plus 1. Il y a 1 ici, ça fait 2N plus 2. Donc on aura N plus 1 fois 2, ça fait 2N plus 2. Au niveau de l'oxygène, on met un inconnu ici, un inconnu T. Donc T fois 2, ça fait 2T. Mais à un oxygène ici, on met un oxygène, on met plus. On vient par là, l'oxygène c'est 2 fois N, ça fait 2N. Ici, l'oxygène c'est 1 fois ça, on aura N plus 1. Donc on a 1. Et les 1, ça va se simplifier. On a 2t égale à 3n. Après, on tire t égale 3n demi. On remplace ici. On me demande la formule brute. Donc, il faut partir de l'équation bilan et établir le bilan molaire en disant la quantité de l'alcool sur son coefficient qui est égal à 1 égale à la quantité de CO2 qui est sur son coefficient qui est égal à N. Si on tire N, ça sera le rapport de N de CO2 sur Na. Mais N de CO2 sera exprimé en volume, connaissant le volume expérimental et le volume molaire, égal à V de CO2 sur le volume molaire. Mais volume molaire peut descendre parce que diviser une fraction par un nombre, on multiplie la fraction, on multiplie ici le dénominateur de la fraction par le nombre. Donc le dénominateur c'est V molaire, ça revient à cette valeur. On procède à l'application numérique. L'application numérique nous donne cette valeur. On va trouver 4. Et pour n égale à 4, on a C4H
On a dit 2N plus 1. 2 fois 4, 8 plus 1, ça fait 9 OH. Le fait d'avoir OH, ça garantit bien que c'est un alcool, c'est plus luxueux. On me demande les formules semi-développées de C4H9OH. C4H9O4 est le butanol. Comment établir les isomères possibles? Il faut d'abord suivre la hiérarchie, les étapes. Ça va beaucoup alléger les tâches. Premièrement, il faut d'abord établir les isomères de position. Cela consiste à déplacer le groupement OH et à nommer. Premièrement, il faut aligner 4 atomes de carbone et tu mets le OH à la fin. Ici, le carbone a une liaison. Or, le carbone a 4 liaisons. On complète donc par 3 hydrogènes. Le carbone qui est là a une liaison, ça va rester 2. On met 2 hydrogènes. Une liaison, ça va rester 2. On met 2 hydrogènes. On met 2 hydrogènes après. Comme le OH est à la première position, c'est le premier carbone, c'est donc le butanol 1. Et c'est un alcool primaire. Et le OH, on peut glisser à ce niveau. Mais quand tu glisses le OH a une liaison. Le OH va prendre une liaison ici. Donc le H là va venir par là. Donc tu vas trouver cette formule. Vous voyez, ça devient le butanol 2. C'est un alcool secondaire. Et le butanol 2 est une molécule chirale. C'est le plus petit alcool qui est chiral, ça veut dire qu'il comporte un carbone asymétrique. Le carbone numéro 2 est le carbone asymétrique. On peut représenter ces énantiomères d'après Carl Engel prologue, d'après Fischer, d'après la convention ou la représentation de Cram. Après avoir trouvé les isomères de position, on pouvait déplacer le OH ici. Mais quand tu as le OH ici, on peut numéroter par là, alors on retombe sur le même corps. Donc ça veut dire on n'a que 2 isomères de position. On passe à l'isomère de ramification. Une fois que tu as l'alcool primaire ici, tu coupes à ce niveau. David, tu coupes là, tu enlèves un carbone, ça va rester 3. Ici on aura CH3. Voilà, CH2, CH2. Maintenant, le carbone là, on ne peut pas fixer ici, c'est la chaîne qui continue. On ne peut pas fixer non plus ici, c'est la chaîne qui continue. Mais on peut fixer sur le carbone numéro 2. Donc, on trouve ça. La numérotation commence à partir du carbone fonctionnel. On peut donc trouver le 2-méthylpropanol 1. C'est un alcool primaire. En plus, on vient ici, on coupe la chaîne. On peut fixer ici, non. On peut fixer ici, non. On peut fixer ici. Ici, c'est un alcool primaire parce qu'on a OH. Quand on fixe ici, on va trouver un alcool tertiaire, le 2-méthylpropanol 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'oxydation de ces 3 isomères A1, A2, A3 par le bichromate. Logiquement, on va finir ici avant de continuer. Les 3 isomères A1, A2, A3 ont donné tous une oxydation ménagée. Ce qui veut dire on va éliminer un isomère ici. On remarque que le dernier isomère est un alcool tertiaire. Donc A1, A2, A3 ne sont que les isomères qui sont là. Mais savoir maintenant qui est A1, A2 et A3, on va savoir dans les expériences. Mais l'autre sera éliminé. Ce sont les 3 là qui vont rester. Attentivement, A1 va donner B1 et C1. Alors que B1 donne un test positif avec la liqueur de Fehling. Si l'oxydation de A1 donne B1 qui donne un test positif avec la liqueur de Fehling, nous savons bien, ce sont les aldéhydes qui donnent un test positif avec la liqueur de Fehling. Et donc, les aldéhydes là proviennent de l'oxydation de quoi? D'un alcool primaire. Ça veut dire que A1 est un alcool primaire. Maintenant, si l'oxydation là est poussée, on peut même obtenir encore C1 qui jaunisse le bleu de bromothymol. Or, le bleu de bromothymol devient jaune. Pourquoi? Une solution acide. C'est que C1 est un acide carboxylique. Alors A1 est de plus un alcool primaire. A2 aussi. B2 liqueur de Fehling, c'est un aldéhyde aussi. C2 est un acide carboxylique. Alors A2 est un alcool primaire. A3 donne encore D qui donne un test positif avec la DNPH. Ça veut dire que ce corps-là est un composé carbonylé. Ça veut dire qu'il comporte le groupe carbonyle. Un carbone doublement lié à l'oxygène et comportant aussi 2 simples liaisons. Donc un carbone trigonal. Mais ne donne pas un test positif avec la liqueur de Fehling. Ça veut dire que D est une cétone. Or, les cétones proviennent de l'oxydation des alcools secondaires. Alors, A1, A2 sont des alcools primaires et A3 est un alcool secondaire. C'est pourquoi on dit quel renseignement à déduire de ces textes. Donc, des textes ci-dessus, A1 est alcool primaire, A2 aussi. A3 est un alcool secondaire, alors que B1 et B2 sont des aldéhydes, C1 et C2 sont des acides carboxyliques, alors que D est une cétone. On dit d'identifier sans ambiguïté. Pourquoi? Parce que
il y avait deux alcools qui étaient primaires. Il reste de savoir, un candidat pouvait mettre A1 à la place de A2. Ça ne gâte rien. Parce que les deux sont des alcools primaires. C'est à cause d'eux, on dit sans ambiguïté. Mais A3, quand même, c'est un alcool secondaire. Hein, donc, il ne faut pas mentir ici pour dire que c'est A1. Là, on te donne 0. Maintenant, si tu as mis A1 ici et A2, c'est à toi de correspondre B1, B2, C1, C2 et D. Alors, comme on a trouvé que A1 est le butanol 1, c'est que B1 et B2 sur 1, B1 sera le butanal, bien sûr, et C1 sera acide butanoïque. Alors que A2 sera donc le 2-méthylpropanal et C2 sera acide 2-méthylpropanoïque. Alors que A3, ça sera donc notre butanone, parce que c'est le D qui provient de l'oxydation de A3 sera le butanone. C'est pourquoi on dit donc B1 est le butanal, alors que B2 qui provient de l'autre est le 2-méthylpropanal. C1, acide butanoïque, acide 2-méthylpropanoïque, D, butanone. On me demande d'écrire l'équation bilan redox de passage de A3 à D. Pas de panique, il faut être capable d'établir d'abord les couples redox. L'ion bichromate avec l'ion chrome, c'est 1,33, c'est facile. Et ici, là, c'est le produit slash le réactif. Parce que si tu mets réactif slash produit, la règle de Gamma voulait que, voilà, ça vient par là. Maintenant, si tu mets cétone par là, c'est comme si tu disais, l'ion bichromate va réagir avec la cétone pour donner l'alcool. Mais c'est bizarre. Donc, à ce niveau, le deuxième couple aura toujours un potentiel négatif qui est donc inférieur à l'autre. C'est l'autre là qui sera fort parce que c'est lui qui sera réduit et l'autre là va s'oxyder. C'est ça. Donc, c'est la règle de Gamma. Tu mets l'échelle et tu mets les deux couples, produits réactifs. Alors, règle de Gamma. Tu établis les demi-équations électroniques. On a déjà fait pour, voilà, ça va donner ça. Maintenant, l'autre, ça donne ça. L'alcool secondaire donne la cétone, ça veut dire le butanol 2 donne le butanone. Mais vous remarquez, on a CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CHOH, on a C. Ça veut dire que ici il y a 2 hydrogènes, ici il n'y en a pas 2. Mais comme nous sommes en milieu acide, tu mets plus 2H plus ici. Maintenant, ici nous avons 0 charge, ici on a 0, ici on a 2 électrons. Les 2 électrons en venant par là, ça change de signe. On a moins 2 électrons. Tu peux écrire comme ça. Après, tu permets les électrons, tu mets 2 en haut et 6 en bas. Après, tu simplifies, tu auras 1 et 3 en bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies 1 par ça, tu multiplies 3 par ça. Ce sont les réactifs, donc on a ça. Après, tu dis ça donne. Tu multiplies 1 par ça aussi. Et tu multiplies 3 par tout ceci. 3 fois 2, ça fait 6. On trouve ça aussi. Maintenant, l'équation bilan redox consiste à réduire les valeurs. Tu prends l'alcool avec l'ion bichromate. Regardez, 14 moins 6, ça va rester 8. H+. Cétone 3 fois. Alors, mes amis, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Recommande ma chaîne. Si mes vidéos te plaisent, recommande ma chaîne. Ça va aider certaines personnes à découvrir la chaîne, à se renseigner, à apprendre aussi. C'est extrêmement important. Nous vous disons donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.